Jean-Luc Mélenchon est à présent autour de 15% dans les intentions de vote, pas encore assez pour être au second tour. En plus, votre électorat, ce sont plutôt les classes populaires, ce sont les jeunes, des catégories volatiles. On l'entendait dans le sujet précédent. Ça ne vous inquiète pas ? Écoutez, en 2017, j'ai un peu consulté, une semaine avant le premier tour, les mêmes instituts annonçaient entre 30 et 32% d'abstention. Il y en aurait eu finalement 22. Et nous, ce qu'on voit sur le terrain, vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis des quartiers populaires, c'est quand même beaucoup de gens mobilisés. Alors, je ne sais pas si ce sont les sondages qui se trompent, mais s'ils se trompent, il y a fort à parier que nous soyons un peu plus haut que ce qui nous est donné aujourd'hui, parce que c'est dans ces secteurs-là que, par ailleurs, le choix Mélenchon est le plus important. Et pour cause. C'est là où on a le plus intérêt à voter pour un candidat du partage des richesses, partage du temps de travail, d'un revenu garanti pour les jeunes à 1063 €, de la planification écologique, etc. Éric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon est quand même en campagne, il faut le dire, depuis 1 an et demi. Il se prépare depuis 5 ans. Comment ça se fait qu'il peine encore à convaincre ? Il a d'ailleurs dit lui-même hier en meeting à Toulouse qu'il fallait aller chercher la victoire avec les dents. Bon, écoutez, on a gagné 4 points en 2 semaines, donc c'est pas si mal. Mais vous n'êtes toujours qu'à 15%. Mais entre 15 et 16 selon les sondages, mais vous allez voir, il reste une semaine. J'ai entendu que 30% des gens étaient indécis. Et ben on va terminer au sprint. Voilà. Donc c'est pour ça que demain, on aura des meetings hologrammes dans 12 endroits de France. On aura 90 meetings entre mercredi et jeudi qui mobiliseront les députés ou les orateurs du Parlement de l'Union populaire comme moi. Donc on termine au sprint et on verra bien l'arrivée. Moi, je pense qu'on sera beaucoup plus haut que ce qui est dit aujourd'hui. Vous verrez. Dans l'actualité, après la découverte de centaines de corps de civils dans la petite ville de Boutcha, dans la région de Kiev, en Ukraine, on parle ce matin de probables crimes de guerre. Emmanuel Macron se dit favorable à de nouvelles sanctions contre la Russie. Est-ce que c'est suffisant, selon vous ? En tout cas, une chose est sûre, je reviens sur Boutcha, pour reprendre le slogan célèbre, pas de justice, pas de paix. Il faudra faire justice et avoir le cœur net sur ce qui s'est passé. Manifestement, il y a fort à penser que c'est un crime de guerre. Et dans ces cas-là, il faudra qu'ensuite, tous les coupables soient traités ainsi. Bon. La deuxième chaîne, au niveau des sanctions, bien évidemment, il faut essayer de mettre toutes les sanctions possibles pour forcer Vladimir Poutine à se retirer plus vite qu'il ne le fait aujourd'hui. Mais il ne faut pas des sanctions qui soient des sanctions dites boomerang, c'est-à-dire qui en réalité nous feraient plus mal à nous qu'à lui. Donc c'est ainsi qu'il faut regarder les sanctions, par exemple, au niveau de tout ce qui est charbon, pétrole, il faut que ce soit au plan européen. Et je crois que pour que ce soit le cas, il faudrait peut-être mettre en application la proposition de Jean-Luc Mélenchon, qu'il fera s'il est élu président de la République, c'est-à-dire proposer aux Européens d'imposer un prix de gros aux pays producteurs en termes de pétrole et aux intermédiaires, aux raffineurs, de façon justement à faire baisser le prix et à être moins sujet à être moins assujetti au pétrole russe, par exemple. France Culture a lancé une réflexion en sortie de pandémie, ça s'appelle « Et maintenant ?» Je vous pose donc la question sous cette forme. Et maintenant, Éric Coquerel, on fait quoi concernant l'écologie ? Le programme de l'Union populaire prône la sortie du nucléaire d'ici 2045, au-delà de la faisabilité. Est-ce que la guerre en Ukraine ne nous dit pas justement que nous avons encore besoin du nucléaire ? Elle dit l'inverse, figurez-vous, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'il vaut mieux que le nucléaire que la dépendance au gaz russe. Oui, mais rétroactivement aussi, on a eu sacrément peur avec les centrales nucléaires quand elles étaient assiégées par les Russes. Donc il faudrait peut-être s'en souvenir et se rappeler que quand Jean-Luc Mélenchon a dit qu'en cas de guerre, ça pouvait être des cibles qui, développaient encore plus les risques, on lui a ri au nez, il avait raison. Non, moi je crois que la question nucléaire peut pas être la solution pour décarboner, tout simplement parce que d'abord c'est une énergie dangereuse, deuxièmement c'est une énergie chère. Les EPR que veut installer le président Macron, le prix de l'EPR c'est 3 fois plus que ce qui était prévu au départ. Il n'y en a pas un seul qui fonctionne dans le monde et on ne sait pas quoi faire des déchets. Alors qu'à l'inverse, on peut aller vers le 100% renouvelable. On est le pays qui avons le plus grand littoral maritime d'Europe, la deuxième surface maritime au monde. Donc si on met le paquet, c'est possible d'ici 2050 de passer à 100% de renouvelable avec évidemment une politique de sobriété énergétique. Et c'est pour ça qu'il faut consacrer 200 milliards à tout ça comme nous le proposons par la planification écologique. Assez rapidement, si je vous plaît, une dernière question. Mais c'est un sujet important. Oui, bien sûr. De la même manière, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la culture ? Est-ce que vous pouvez nous citer une mesure emblématique sur la culture ? Vous n'avez pas moins de 70 propositions dans votre programme. J'allais vous dire restaurer le service public de la culture. Voilà, faire en sorte que ça soit à nouveau un objet d'émancipation collective et pas de consumérisme individuel. Donc ça passe par
relancer les cours à l'école pour la culture et l'art qui ont pas cessé de flécher. Ça sert à faire en sorte de renforcer le statut d'intermittent des travailleurs du spectacle et puis aussi, j'allais dire, développer à nouveau le maillage culturel quotidien, de proximité avec les MJC, les associations qui travaillent sur cette question et mettre à peu près 1% du PIB en termes de budget au service de la culture.